La dimension fantastique, tome 1 et tome 2, deux anthologies présentées par Barbara Sadoul, 3 nouvelles. Le portrait ovale d'Edgar Allan Poe. Le château dans lequel mon domestique s'était avisé de pénétrer de force, plutôt que de me permettre, déplorablement blessé comme je l'étais, de passer une nuit en plein air, était un de ces bâtiments, mélange de grandeur et de mélancolie, qui ont si longtemps dressé leur front sourcilleux au milieu des Apennins, aussi bien dans la réalité que dans l'imagination de Mistress Radcliffe. Selon toute apparence, il avait été temporairement et tout récemment abandonné. Nous nous installâmes dans une des chambres les plus petites et les moins somptueusement meublées. Elle était située dans une tour écartée du bâtiment. Sa décoration était riche, mais antique et délabrée. Les murs étaient tendus de tapisseries et décorés de nombreux trophées héraldiques de toutes formes, ainsi que d'une quantité vraiment prodigieuse de peintures modernes, pleines de style, dans les riches cadres d'or d'un goût arabesque. Je pris un profond intérêt. Ce fut peut-être mon délire qui commençait, qui en fut la cause. Je pris un profond intérêt à ces peintures qui étaient suspendues, non seulement sur les faces principales des murs, mais aussi dans une foule de recoins que la bizarre architecture du château rendait inévitables, si bien que j'ordonnai à Pedro de fermer les lourds volets de la chambre, puisqu'il faisait déjà nuit, d'allumer un grand candélabre à plusieurs branches, placé près de mon chevet, et d'ouvrir tout grands les rideaux de velours noir garnis de crépines qui entouraient le lit. Je désirais que cela fût ainsi, pour que je pusse, au moins, si je ne pouvais pas dormir, me consoler alternativement par la contemplation de ces peintures et par la lecture d'un petit volume que j'avais trouvé sur l'oreiller et qui en contenait l'appréciation et l'analyse. Je lus longtemps, longtemps. Je contemplais religieusement, dévotement. Les heures s'envolèrent, rapides et glorieuses, et le profond minuit arriva. La position du candélabre me déplaisait, et étendant la main avec difficulté pour ne pas déranger mon valet assoupi, je plaçai l'objet de manière à jeter les rayons en plein sur le livre. Mais l'action produisit un effet absolument inattendu. Les rayons des nombreuses bougies, car il y en avait beaucoup, tombèrent alors sur une niche de la chambre que l'une des colonnes du lit avait jusque-là couverte d'une ombre profonde. J'aperçus dans une vive lumière une peinture qui m'avait d'abord échappé. C'était le portrait d'une jeune fille déjà mûrissante et presque femme. Je jetai sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermai les yeux. Pourquoi ? Je ne le compris pas bien moi-même, tout d'abord. Mais pendant que mes paupières restaient closes, j'analysai rapidement la raison qui me les faisait fermer ainsi. C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps et pour penser, pour m'assurer que ma vue ne m'avait pas trompé, pour calmer et préparer mon esprit à une contemplation plus froide et plus sûre. Au bout de quelques instants, je regardai de nouveau la peinture fixement. Je ne pouvais pas douter, quand même je l'aurais voulu, que je ne visse alors très nettement, car le premier éclair du flambeau sur cette toile avait dissipé la stupeur rêveuse dont mes sens étaient possédés, et m'avait rappelé tout d'un coup à la vie réelle. Le portrait, je l'ai déjà dit, était celui d'une jeune fille. C'était une simple tête avec des épaules, le tout dans ce style qu'on appelle en langage technique style de vignette, beaucoup de la manière de Sully dans ses têtes de prédilection. Les bras, le sein, et même les bouts des cheveux rayonnants, se fondaient insaisissablement dans l'ombre vague mais profonde qui servait de fond à l'ensemble. Le cadre était ovale, magnifiquement doré et guilloché dans le goût mauresque. Comme œuvre d'art, on ne pouvait rien trouver de plus admirable que la peinture elle-même. Mais il se peut bien que ce ne fût ni l'exécution de l'œuvre, ni l'immortelle beauté de la physionomie qui m'impressionna si soudainement et si fortement. Encore moins devais-je croire que mon imagination, sortant d'un demi-sommeil, eût pris la tête pour celle d'une personne vivante. Je vis tout d'abord que les détails du dessin, le style de vignette et l'aspect du cadre auraient immédiatement dissipé un pareil charme et m'auraient préservé de toute illusion même momentanée. Tout en faisant ces réflexions, et très vivement,
Je restais à demi étendu, à demi assis, 1 heure entière peut-être, les yeux rivés à ce portrait. À la longue, ayant découvert le vrai secret de son effet, je me laissai retomber sur le lit. J'avais deviné que le charme de la peinture était une expression vitale absolument adéquate à la vie elle-même, qui d'abord m'avait fait tressaillir et finalement m'avait confondu, subjugué, épouvanté. Avec une terreur profonde et respectueuse, je replaçai le candélabre dans sa position première. Ayant ainsi dérobé à ma vue la cause de ma profonde agitation, je cherchai vivement le volume qui contenait l'analyse des tableaux et leur histoire. Allant droit au numéro qui désignait le portrait ovale, j'y lus le vague et singulier récit qui suit. C'était une jeune fille d'une très rare beauté, et qui n'était pas moins aimable que pleine de gaieté. Et maudite fut l'heure où elle vit et aima, et épousa le peintre. Lui, passionné, studieux, austère, et ayant déjà trouvé une épouse dans son art, elle, une jeune fille d'une très rare beauté, et non moins aimable que pleine de gaieté, rien que lumière et sourire, et la folâtrie d'un jeune faon, aimant et chérissant toutes choses, ne haïssant que l'art qui était son rival, ne redoutant que la palette et les brosses, et les autres instruments fâcheux qui la privaient de la figure de son adoré. Ce fut une terrible chose pour cette dame que d'entendre le peintre parler du désir de peindre même sa jeune épouse. Mais elle était humble et obéissante, et elle s'assit avec douceur pendant de longues semaines dans la sombre et haute chambre de la tour, où la lumière filtrait sous la pâle toile seulement par le plafond. Mais lui, le peintre, mettait sa gloire dans son œuvre qui avançait d'heure en heure et de jour en jour. Et c'était un homme passionné et étrange et pensif, qui se perdait en rêveries, si bien qu'il ne voulait pas voir que la lumière qui tombait si lugubrement dans cette tour isolée desséchait la santé et les esprits de sa femme, qui languissait visiblement pour tout le monde, excepté pour lui. Cependant, elle souriait toujours, et toujours sans se plaindre, parce qu'elle voyait que le peintre, qui avait un grand renom, prenait un plaisir vif et brûlant dans sa tâche, et travaillait nuit et jour pour peindre celle qu'il aimait si fort, mais qui devenait de jour en jour plus languissante et plus faible. Et en vérité, ceux qui contemplaient le portrait parlaient à voix basse de sa ressemblance, comme d'une puissante merveille et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que de son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien. Mais à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, personne ne fut plus admis dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail, et il détournait rarement ses yeux de la toile, même pour regarder la figure de sa femme. Et il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il étalait sur la toile étaient tirées des joues de celle qui était assise près de lui. Et quand bien des semaines furent passées, et qu'il ne restait plus que peu de choses à faire, rien qu'une touche sur la bouche et un glacis sur l'œil, l'esprit de la dame palpita encore comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors, la touche fut donnée, et alors, le glacis fut placé. Et pendant un moment, le peintre se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé. Mais 1 minute après, comme il contemplait encore, il trembla, et il devint très pâle. Et il fut frappé d'effroi, et criant d'une voix éclatante « En vérité, c'est la vie elle-même !» Il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée. Elle était morte. Titre original The Oval Portrait, 1842. Traduit de l'américain par Charles Baudelaire. Gérard de Nerval, le monstre vert. Chapitre 1. Le château du diable. Je vais parler d'un des plus anciens habitants de Paris. On l'appelait autrefois le diable Vauvert. D'où est résulté le proverbe « C'est au diable Vauvert, allez au diable Vauvert », c'est-à-dire « Allez-vous promener aux Champs-Élysées ». Les portiers disaient généralement « C'est au diable Auvert » pour exprimer un lieu qui est fort loin. Cela signifie qu'il faut payer très cher la commission dont on les charge, mais c'est là, en outre, une locution vicieuse et corrompue, comme plusieurs autres familières au peuple parisien.
Le diable Vauvert est essentiellement un habitant de Paris, où il demeure depuis bien des siècles, si l'on en croit les histoires. Sauval, Félibien, Sainte-Croix et Dulor ont raconté longuement ses escapades. Il semble d'abord avoir habité le château de Vauvert, qui était situé au lieu occupé aujourd'hui par le joyeux bal de la Chartreuse, à l'extrémité du Luxembourg et en face des allées de l'Observatoire, dans la rue d'Enfer. Ce château, d'une triste renommée, fut démoli en partie, et les ruines devinrent une dépendance d'un couvent de Chartreux, dans lequel mourut en 1414 Jean de la Lune, neveu de l'antipape Benoît XIII. Jean de la Lune avait été soupçonné d'avoir des relations avec un certain diable qui peut-être était l'esprit familier de l'ancien château de Vauvert, chacun de ces édifices féodaux ayant le sien, comme on le sait. Les historiens ne nous ont rien laissé de précis sur cette phase intéressante. Le diable Vauvert fit de nouveau parler de lui à l'époque de Louis XIII. Pendant fort longtemps, on avait entendu tous les soirs un grand bruit dans une maison faite des débris de l'ancien couvent et dont les propriétaires étaient absents depuis plusieurs années, ce qui effrayait beaucoup les voisins. Ils allèrent prévenir le lieutenant de police qui envoya quelques archers. Quel fut l'étonnement de ces militaires en entendant un cliquetis de verre mêlé de rires stridents. On crut d'abord que c'étaient des faux monnayeurs qui se livraient à une orgie, et jugeant de leur nombre d'après l'intensité du bruit, on alla chercher du renfort. Mais on jugea encore que l'escouade n'était pas suffisante. Aucun sergent ne se souciait de guider ses hommes dans ce repère, où il semblait qu'on entendît le fracas de toute une armée. Il arriva enfin, vers le matin, un corps de troupes suffisant. On pénétra dans la maison, on n'y trouva rien. Le soleil dissipa les ombres. Toute la journée, l'on fit des recherches, puis l'on conjectura que le bruit venait des catacombes, situées, comme on sait, sous ce quartier. On s'apprêtait à y pénétrer, mais pendant que la police prenait ses dispositions, le soir était venu de nouveau, et le bruit recommençait plus fort que jamais. Cette fois, personne n'osa plus redescendre, parce qu'il était évident qu'il n'y avait rien dans la cave que des bouteilles, et qu'alors il fallait bien que ce fût le diable qui les mit en danse. On se contenta d'occuper les abords de la rue et de demander des prières au clergé. Le clergé fit une foule d'oraisons et l'on envoya même de l'eau bénite avec des seringues par le soupirail de la cave. Le bruit persistait toujours. Chapitre 2. Le sergent. Pendant toute une semaine, la foule des Parisiens ne cessait d'obstruer les abords du faubourg en s'effrayant et demandant des nouvelles. Enfin, un sergent de la prévôté, plus hardi que les autres, offrit de pénétrer dans la cave maudite, moyennant une pension réversible en cas de décès, sur une couturière nommée Margot. C'était un homme brave et plus amoureux que crédule. Il adorait cette couturière, qui était une personne bien nippée et très économe, on pourrait même dire un peu avare, et qui n'avait point voulu épouser un simple sergent privé de toute fortune. Mais en gagnant la pension, le sergent devenait un autre homme. Encouragé par cette perspective, il s'écria qu'il ne croyait ni à Dieu ni au diable et qu'il aurait raison de ce bruit. « À quoi donc croyez-vous » lui dit un de ses compagnons. « Je crois, » répondit-il, « à monsieur le lieutenant criminel et à monsieur le prévôt de Paris. » C'était trop dire, en peu de mots. Il prit son sabre dans ses dents, un pistolet à chaque main et s'aventura dans l'escalier. Le spectacle le plus extraordinaire l'attendait en touchant le sol de la cave. Toutes les bouteilles se livraient à une sarabande éperdue et formaient les figures les plus gracieuses. Les cachets verts représentaient les hommes et les cachets rouges représentaient les femmes. Il y avait même là un orchestre établi sur les planches à bouteilles. Les bouteilles vides résonnaient comme des instruments à vent, les bouteilles cassées comme des cymbales et des triangles, et les bouteilles fêlées rendaient quelque chose de l'harmonie pénétrante des violons. Le sergent, qui avait bu quelques chopines avant d'entreprendre l'expédition, ne voyant là que des bouteilles, se sentit fort rassuré, et se mit à danser lui-même, par imitation. Puis, de plus en plus encouragé par la gaieté et le charme du spectacle, il ramassa une aimable bouteille à long goulot, d'un bordeaux pâle, comme il paraissait, et soigneusement cachetée de rouge, et la pressa amoureusement sur son cœur. Des rires frénétiques partirent de tous côtés.
Le sergent, intrigué, laissa tomber la bouteille qui se brisa en 1000 morceaux. La danse s'arrêta. Des cris d'effroi se firent entendre dans tous les coins de la cave, et le sergent sentit ses cheveux se dresser, en voyant que le vin répandu paraissait former une mare de sang. Le corps d'une femme nue, dont les blonds cheveux se répandaient à terre et trempaient dans l'humidité, était étendu sous ses pieds. Le sergent n'aurait pas eu peur du diable en personne, mais cette vue le remplit d'horreur. Songeant après tout qu'il avait à rendre compte de sa mission, il s'empara d'un cachet vert qui semblait ricaner devant lui, et s'écria « Au moins j'en aurai une !» Un ricanement immense lui répondit. Cependant, il avait regagné l'escalier, et montrant la bouteille à ses camarades, il s'écria « Voilà le farfadet! Vous êtes bien capon !» Il prononça un autre mot plus vif encore « De ne pas oser descendre là-dedans !» Son ironie était amère. Les archers se précipitèrent dans la cave où l'on ne retrouva qu'une bouteille de Bordeaux cassée. Le reste était en place. Les archers déplorèrent le sort de la bouteille cassée. Mais braves désormais, ils tinrent tous à remonter chacun, avec une bouteille à la main. On leur permit de les boire. Le sergent de la prévôté dit « Quant à moi, je garderai la mienne pour le jour de mon mariage. » On ne put lui refuser la pension promise. Il épousa la couturière et, vous allez croire qu'ils eurent beaucoup d'enfants, ils n'en eurent qu'un. Chapitre 3. Ce qui s'ensuivit. Le jour de la noce du sergent, qui eut lieu à la râpée, il mit la fameuse bouteille au cachet vert entre lui et son épouse et affecta de ne verser de ce vin qu'à elle et à lui. La bouteille était verte comme hache, le vin était rouge comme sang. 9 mois après, la couturière accouchait d'un petit monstre, entièrement vert, avec des cornes rouges sur le front. Et maintenant, allez, ô jeunes filles, allez-vous en danser à la chartreuse sur l'emplacement du château de Vauvert. Cependant, l'enfant grandissait, sinon en vertu, du moins en croissance. 2 choses contrariaient ses parents, sa couleur verte et un appendice caudal qui semblait n'être d'abord qu'un prolongement du coccyx, mais qui peu à peu prenait les airs d'une véritable queue. On alla consulter les savants, qui déclarèrent qu'il était impossible d'en opérer l'extirpation sans compromettre la vie de l'enfant. Ils ajoutèrent que c'était un cas assez rare, mais dont on trouvait des exemples cités dans Hérodote et dans Pline le Jeune. On ne prévoyait pas alors le système de Fourier. Pour ce qui était de la couleur, on l'attribua à une prédominance du système bilieux. Cependant, on essaya de plusieurs caustiques pour atténuer la nuance trop prononcée de l'épiderme, et l'on arriva, après une foule de lotions et frictions, à la mener tantôt au verre bouteille, puis au verre d'eau, et enfin au verre pomme. Un instant, la peau sembla tout à fait blanchir, mais le soir, elle reprit sa teinte. Le sergent et la couturière ne pouvaient se consoler des chagrins que leur donnait ce petit monstre, qui devenait de plus en plus têtu, colère et malicieux. La mélancolie qu'ils éprouvèrent les conduisit à un vice trop commun parmi les gens de leur sorte. Ils s'adonnèrent à la boisson. Seulement, le sergent ne voulait jamais boire que du vin cacheté de rouge, et sa femme que du vin cacheté de vert. Chaque fois que le sergent était ivre-mort, il voyait dans son sommeil la femme sanglante dont l'apparition l'avait épouvanté dans la cave après qu'il eut brisé la bouteille. Cette femme lui disait « Pourquoi m'as-tu pressé sur ton cœur et ensuite immolé, moi qui t'aimais tant ?» Chaque fois que l'épouse du sergent avait trop fêté le cachet vert, elle voyait dans son sommeil apparaître un grand diable d'un aspect épouvantable qui lui disait « Pourquoi t'étonner de me voir, puisque tu as bu de la bouteille? Ne suis-je pas le père de ton enfant ?» Ô mystère! Parvenu à l'âge de 13 ans, l'enfant disparut. Ses parents, inconsolables, continuèrent de boire, mais ils ne virent plus se renouveler les terribles apparitions qui avaient tourmenté leur sommeil. Chapitre 4. Moralité.
C'est ainsi que le sergent fut puni de son impiété et la couturière de son avarice. Chapitre 5. Ce qu'était devenu le monstre vert. On n'a jamais pu le savoir. 1849. Gottfried Wolfgang de Petrus Borel. La vie n'est que le rêve du nombre. Pindare. Tony. I'll tell you more. There was a fish taken, a monstrous fish, with a sword by side, a long sword, a pike in his neck and a gun in his nose, a huge gun, and letters of mass in his mouth, from the Duke of Florence. Cleanthes. This is a monstrous lie. Tony. I do confess it. Do you think I tell you truth? Fletcher's Wife for a Month. Chapitre 1. Je me trouvais depuis quelque temps à Boulogne, et comme le jour de mon départ approchait, un matin, mon hôte m'aborde gracieusement et me présentant un rouleau de paperasse assez volumineux. « Tenez, me dit-il, permettez-moi, monsieur, vous offrir ceci, vous en pourrez sans doute tirer un meilleur parti que moi. Un jeune Anglais fort taciturne et fort bizarre logeait ici. Il y a bien de cela 2 ans. Un soir, il sortit. On le vit se diriger vers la jetée, et depuis je n'ai plus eu de lui, ni trace ni nouvelles. Ses papiers sont restés en ma possession, ainsi que tout son bagage, assez mince du reste, fort mince même, hélas. Il passait toutes ses journées et toutes ses nuits à penser ou à écrire. Le pauvre jeune homme. La fin si cruelle de ce jeune étranger qui, comme tant d'autres, avait rêvé sans doute une mort bien douce après une carrière pleine de gloire et de félicité, cette douleur si isolée, si obscure, que les flots de la mer où elle était allée s'éteindre en connaissaient seuls le secret, m'avait touché vivement. J'étais dans une émotion pénible. Je m'enfermai dans ma chambre et je me pris à parcourir avec avidité, l'âme remplie de découragement, les papiers qui venaient de m'être confiés, tristes et derniers vestiges d'une intelligence qui avait succombé dans la lutte, perdue sans retour, anéantie. Je me disais, au moins, s'il était possible de sauver de l'oubli quelqu'une de ces pages, ce serait une consolation pour l'ombre de cet infortuné jeune homme, qui sans doute est là, errante autour de moi, me trouvant bien hardi de porter la main sur ses dépouilles. Au milieu d'un monceau de poésie à peine ébauchée, parmi des fragments de toutes sortes, sans liaison et sans suite, mais toujours empreints d'un certain caractère de grandeur et de superstition, je ne tardai pas à découvrir un petit cahier sans date ni titre, sur lequel était écrit d'une façon presque illisible l'étrange récit qui va suivre. Cette bizarre composition fut-elle l'ouvrage de ce pauvre inconnu? N'était-ce simplement qu'une imitation ou une traduction qu'il avait faite de quelques morceaux fantasmagoriques, éclos dans le cerveau vaporeux d'un Allemand, ou venu de France, et qui avait séduit son esprit malade? Je ne sais. Le hasard me l'a mis entre les mains. Comme le hasard me l'a donné, je le donne. Que l'insensé à qui cela pourrait appartenir le déclare. Et sur le champ, il lui sera fait réparation. Chapitre 2. C'était au temps de la Révolution française. Par une nuit d'orage, à cette heure qu'on est convenu communément d'appeler indue, un jeune Allemand traversait le vieux Paris et regagnait silencieusement sa demeure. Les éclairs éblouissaient ses yeux. Le bruit du tonnerre, les éclats de la foudre retentissaient et trouvaient de l'écho dans les rues tortueuses de la cité décrépite. Mais souffrez avant tout, que je vous dise quelque chose de mon jeune Saxon. Gottfried Wolfgang était un jeune homme de bonne famille. Il avait étudié quelque temps à Göttingen. Mais visionnaire et enthousiaste, il s'était livré à ces doctrines spéculatives qui ont égaré si souvent la jeunesse d'Allemagne. La vie retirée qu'il menait, son application constante et la singulière nature de ses études avaient affecté peu à peu toutes ses facultés morales et physiques. Sa santé était altérée, son imagination malade.
Il avait poussé si loin ses rêveries abstraites sur les essences spirituelles qu'il avait fini par se former, comme Swedenborg, un monde idéal gravitant autour de lui. Et il s'était persuadé dans son égarement qu'une influence maligne, un esprit malfaisant, planait sans cesse au-dessus de sa tête, cherchant l'occasion de le perdre. Une idée si extravagante, agissant sur son idiosyncrasie déjà très mélancolique, avait produit les plus déplorables effets. Devenu farouche et tombé dans le plus morne découragement, la maladie mentale à laquelle il était en proie n'avait pas tardé à se trahir. Et comme le changement de lieu avait pu devoir être le remède le plus efficace dans sa cruelle situation, il avait été envoyé pour finir ses études, au milieu des splendeurs et du tourbillon de Paris. Au moment où Wolfgang arrivait dans la capitale, les premiers troubles révolutionnaires éclataient. D'abord, son esprit exalté, captivé par les théories politiques et philosophiques du temps, avait payé son tribut au délire populaire. Mais les scènes sanglantes qui avaient suivi, ayant blessé sa nature sensible, dégoûté de la société et du monde, et rendu bientôt à ses habitudes monastiques, il s'était retiré dans un petit logement solitaire, choisi dans une rue obscure, non loin de la vieille Sorbonne, au centre du quartier des étudiants. Là, Wolfgang avait donné de nouveau libre cours à ses spéculations favorites. S'il quittait quelquefois sa chère cellule, c'était seulement pour aller s'enfermer pendant des journées entières dans les grands dépôts de livres de Paris, ces catacombes des auteurs en délicium, ces Roms souterraines de la pensée, où il fouillait avec ardeur en quête de nourriture pour satisfaire son esprit maladif, les bouquins les plus poudreux, les grimoires les plus surannés. Notre étudiant était en quelque sorte, passez-moi cette légère absence de goût, une manière de vampire littéraire s'engraissant au charnier de la science morte et de la littérature en dissolution. Malgré son penchant pour la retraite, Gottfried était d'un tempérament ardent et voluptueux qui d'ordinaire n'agissait guère que sur son esprit. Il était trop réservé et trop neuf pour s'avancer avec le sexe, mais en même temps, il s'avouait admirateur passionné de la beauté. Souvent, il se perdait dans des rêves infinis sur des figures ou des formes qu'il avait vues, et son imagination lui créait des idoles qu'elle ornait de perfection, surpassant de beaucoup toute réalité. Dans le temps que son esprit se trouvait dans cet état de surexcitation, il eut un songe qui l'affecta d'une manière extraordinaire. La vision lui avait représenté une femme d'une beauté transcendante, et l'impression que cette image avait faite sur lui avait été si forte qu'il la voyait sans cesse, à toute heure, en tout lieu, le jour, la nuit. Son cerveau en était plein. Enfin, il s'était passionné tellement pour cette vapeur, et cette extravagance avait duré si longtemps qu'elle s'était changée en une de ces idées fixes que l'on confond quelquefois, chez les hommes mélancoliques, avec la folie. Reprenons le récit que nous avons interrompu plus haut, et suivons notre jeune Allemand dans sa course nocturne. Comme il traversait la place de Grève, soudain il se trouva près de la... Non. Jamais ma plume ne saura écrire ce mot hideux. Il recula avec effroi. C'était au fort de la terreur. Alors, cet horrible instrument était en permanence, et le sang le plus pur et le plus innocent ruisselait continuellement sur l'échafaud. Il avait été ce jour même employé à l'œuvre du carnage, et présentait encore dans l'attente de nouvelles victimes à la cité endormie son appareil lugubre et menaçant. Wolfgang se sentait défaillir, et il se détournait en frémissant, quand il aperçut tout à coup un personnage mystérieux accroupi, pour ainsi dire, au pied de l'échafaud. Une suite de vifs éclairs rendit bientôt sa forme plus distincte aux yeux de l'étudiant. C'était une femme, habillée tout de noir, paraissant appartenir à la classe supérieure. Plus d'une belle tête habituée aux douceurs de l'oreiller de duvet se posait sur la pierre, dans ces temps d'affreuses vicissitudes. Elle était assise sur le plus bas degré, le corps penché en avant et la figure cachée dans son giron. Ses longues tresses épaisses pendaient jusques à terre, égouttant comme un toit de chaume la pluie qui tombait par torrents.
Devant ce monument solitaire du malheur, Wolfgang s'arrêta court. Peut-être, se dit-il, que du rivage de l'existence où cet infortuné gît, le cœur brisé, l'effroyable couteau à lancer dans l'éternité tout ce qui lui était cher au monde. Poussé par une puissance irrésistible, il s'avance alors dans un timide embarras et adresse à celle qui lui inspirait à la fois tant de pitié et d'intérêt quelques paroles de sympathie. Elle lève la tête et le fixe du regard d'un air égaré. Mais quel est l'étonnement de Wolfgang en reconnaissant à la lueur brillante des éclairs la réalité dont l'ombre subjuguait depuis longtemps toutes ses facultés. La figure de l'inconnu, quoique couverte en ce moment d'une pâleur mortelle, et portant l'empreinte profonde du désespoir, était d'une ravissante beauté. Les émotions les plus violentes et les plus diverses agitaient le cœur passionné de Wolfgang. Tremblant, il lui adresse de nouveau la parole. Il s'étonne de la voir ainsi exposée, seule, à une pareille heure, dans un tel lieu, en butte à la furie de l'orage, et finit par lui offrir gracieusement de la conduire en sûreté à sa famille ou à ses amis. Mais elle, avec un geste épouvantablement significatif et d'une voix qui impressionna singulièrement son interlocuteur, répondit « Je n'ai point d'amis sur la terre. »« Mais vous avez peut-être un asile ?»« Oui, dans la tombe. » L'âme de l'étudiant était déchirée. « Si un simple bachelier, reprit-il avec une modeste hésitation, pouvait, sans crainte d'être mal compris, offrir son humble demeure pour abri et son bras pour protection. Je suis étranger au sol de la France, et aussi bien que vous sans amis dans cette ville, mais si ma vie peut vous être de quelque service, elle est à votre disposition, et serait sacrifiée avant qu'aucun mal ou que le plus léger affront vous atteignît. Il y avait, dans la manière du jeune homme, un honnête empressement qui produisit son effet. Le véritable enthousiasme possède une élégance particulière à laquelle on ne peut se méprendre. La femme de l'échafaud se confia implicitement à la protection de Gottfried. L'orage avait perdu de son intensité. Le tonnerre ne grondait plus que dans l'éloignement. Tout Paris était encore dans le repos. Le grand volcan des passions humaines sommeillait pour quelques instants afin de rassembler de nouvelles forces pour l'éruption du lendemain. Nos deux héros marchèrent ensemble pendant plus d'une heure. Gottfried soutenait les pas chancelants de sa compagne et tous deux gardaient un silence religieux. Enfin, après avoir longé les murs sombres de la Sorbonne, ils arrivèrent au bout de leur course à l'étroite et antique masure, demeure de l'étudiant. Wolfgang, l'anachorète, dans la compagnie d'une femme. À ce spectacle extraordinaire, le vieux concierge qui s'était levé pour ouvrir resta dans un étonnement indicible. Comme il entrait dans son logement, notre jeune Allemand rougit pour la première fois à la pensée de sa misérable apparence. Il n'avait qu'une seule chambre, assez grande à la vérité, mais encombrée de l'arsenal ordinaire de l'étudiant. Le lit occupait un réduit profond, à l'une des extrémités de la pièce. Gottfried pouvait alors contempler à loisir sa compagne. Il se sentit plus que jamais enivré de sa beauté. Son teint, d'une blancheur éblouissante, était comme relevé par une profusion de cheveux noirs, comme du jais, qui flottait négligemment sur l'ivoire de ses épaules. Ses yeux étaient grands et pleins d'éclat, mais on remarquait dans leur expression quelque chose de hagard. Sa taille, autant que son vêtement noir permettait d'en juger, était d'une forme parfaite. L'ensemble de son extérieur était extrêmement noble et distingué, en dépit de la simplicité de sa mise. La seule chose qu'elle porta, ayant quelque apparence de luxe ou de parure, était une large bande de velours noir, une sorte de cravate, agrafée avec des diamants. Cependant, l'étudiant se trouvait quelque peu embarrassé sur le moyen d'exercer convenablement l'hospitalité avec l'être infortuné qu'il avait pris sous sa protection. Il avait bien pensé à lui abandonner sa chambre et à aller chercher pour lui-même un autre abri, mais il était tellement fasciné
mais son esprit et ses sens étaient sous l'empire d'un charme si puissant qu'il ne pouvait s'arracher à sa présence. D'un autre côté, la conduite de l'inconnu contribuait à le retenir. Elle paraissait avoir oublié sa douleur et les effroyables circonstances auxquelles Wolfgang devait sa rencontre. Les attentions du jeune homme, après avoir gagné sa confiance, avaient apparemment aussi gagné son cœur. Dans l'ivresse du moment, Wolfgang lui déclara sa passion. Il lui raconta ses rêves mystérieux. Il lui dit comment elle avait possédé son cœur avant qu'il l'eût jamais vue. Étrangement agitée à mesure qu'il parlait, elle avoua à son tour qu'elle s'était sentie portée vers lui par une impulsion tout aussi surnaturelle. « Alors, pourquoi nous séparerions-nous » s'écria Wolfgang au comble du délire. « Nos cœurs sont unis par une puissance sympathique aux yeux de la raison et de l'honneur. Nous ne faisons plus qu'un. Est-il besoin de formules vulgaires pour lier deux grandes âmes ?» La femme au collier noir écoutait attentivement, et avec une attention toujours croissante. « Vous n'avez ni toit ni famille, » continua Wolfgang. « Eh bien, que je sois tout pour vous, ou plutôt, soyons tout l'un pour l'autre. Voici ma main. Je m'engage à vous pour toujours. » « Pour toujours, » dit-elle solennellement. « Pour toujours, » affirma Wolfgang. L'étrangère saisit la main qu'il lui présentait. « Donc, je suis à vous, à jamais, » murmura-t-elle. En prononçant ces derniers mots, elle laissait tomber sur son amant un long regard, plein de mélancolie et de tendresse. Le lendemain matin, Gottfried sortit de bonne heure pour chercher un appartement plus spacieux et plus convenable, après le changement qui venait de s'opérer dans sa condition. Il avait laissé sa fiancée paisiblement endormie. À son retour, il la trouva encore plongée dans un profond sommeil, mais sa tête pendait hors du vaste fauteuil sur lequel elle avait voulu passer la nuit, enveloppée pudiquement dans son manteau. Un de ses bras était jeté sur son front d'une façon étrange. Il lui parle, mais ne reçoit point de réponse. Il s'avance pour l'éveiller et lui faire quitter cette position incommode et dangereuse, mais sa main était froide, mais son pouls était nul, mais son visage était livide et contracté. Elle était morte. Éperdu, épouvanté, Gottfried pousse des cris aigus. Tout le voisinage accourt, la scène était déchirante. Requis par le concierge, enfin, un officier de police se présente, mais en pénétrant dans la chambre à la vue du cadavre, il recule d'effroi. « Grand Dieu !» s'écrie-t-il. « Comment cette femme est-elle ici ?»« La connaissez-vous donc ?» demande vivement le pauvre Gottfried. « Si je la connaissais, » reprend l'officier. « Moi, cette femme, hier, elle est morte sur l'échafaud. » À ces mots, plus prompte que la foudre, Wolfgang s'avance et détache la bande noire qui entourait le col si beau de son ami. Et aussitôt, se découvre à son regard la trace horrible et sanglante du fatal couteau. « Horreur ! Horreur !» s'écrie-t-il, dans un excès effrayant de délire. « Oh, je le vois bien, le mauvais génie a pris possession de moi. Je suis perdu pour toujours. Mon ennemi a ranimé ce cadavre pour me tendre le piège cruel dans lequel je suis tombé. Affreuse déception. » Chapitre 3. L'invraisemblance de cette aventure, dont quelques détails ont dû choquer, sans doute, l'esprit rigoureux de certains lecteurs, s'expliquera d'une manière toute naturelle, lorsque nous aurons dit que Gottfried Wolfgang, quelque temps après cette vision qu'il se plaisait souvent à raconter, mourut pensionnaire dans une maison de fous. Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier vlog lecture, déjà pour la dimension ou les dimensions fantastiques. Il y a une moto qui vient de passer. On est dans une zone 30, les gens en ont rien à fiche. J'ai lu donc 3 nouvelles qui sont issues. Il y en a 2 qui sont issues de la dimension fantastique, le premier volume.
Donc c'était les deux premières. La deuxième, c'est issu de la Dimension Fantastique, tome 2. Je vais vous le mettre par contre parce que je l'ai lu sur Wikisource, celle de Petrus Borel. Les autres, en fait, c'était soit du pas libre de droit, soit je les avais déjà lus. Et la semaine prochaine, il me reste, je crois, 3 nouvelles. Je viens de compter, j'ai déjà oublié. Il me reste 3 nouvelles sur les tomes 3 et 4. Ce qui fait qu'après, c'est finito pipo. Je vais commencer déjà par les nouvelles que j'ai lues. Je vais regarder vite fait parce que j'ai déjà oublié, évidemment. Alors, cette édition, je la trouve vraiment top. Il y a... cette édition en particulier, je pense que c'est une édition un peu scolaire. Oui, voilà, vous avez des fiches élèves à la fin sur des nouvelles en particulier, avec des questions, des apparitions, enfin, des lexiques et compagnie. Franchement, je trouve que voilà, c'est un recueil pour les quatrièmes, la manière dont ça a été travaillé. Enfin bref, il y a un petit dossier, un dossier Librio qui fait une dizaine de pages, je pense, avec le... Ouais, 10-12 pages avec un lexique. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment bien fichu. Et je trouvais que c'était intéressant aussi dans... Enfin, les nouvelles, je les ai trouvées pas mal. On avait le portrait ovale de Edgar Allan Poe. Alors, il me semble bien que les traductions de Charles Baudelaire sont un peu décriées, on va dire, aujourd'hui, parce que Charles Baudelaire était un grand fan de Poe et que on sent peut-être un peu le côté fanboy qui se fait peut-être un petit peu plaisir aussi en traduisant Poe, en allant peut-être moins dans l'exactitude de la traduction, plus dans une espèce de réécriture en français un peu à sa sauce. Mais pour valoriser le texte, je pense qu'il y a un côté vraiment fanboy au niveau de Baudelaire envers Poe. Donc après, il n'y a rien à dire, je trouve que c'était très bien écrit. C'était l'histoire de le portrait, donc la nana dans le portrait. Bah, j'ai pas grand chose à en dire en fait parce que c'est relativement anecdotique et elle est courte. Donc j'ai l'impression que tout ce qui est art de manière générale, c'était assez inspirant aussi pour des nouvelles. Et je l'ai trouvé intéressante, le style est agréable et tout ça. Mais il se passe pas grand chose non plus. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois on a un petit peu la... Ouais. Dans ces nouvelles-là, à chaque fois c'était un peu la fin. Ils sont morts ou on sait pas. Et je trouvais ça assez, assez rigolo. Donc Poe, ouais, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, mais sans plus. J'ai le souvenir d'avoir lu un très vieux recueil de Poe que je pense mon grand-père avait peut-être chopé dans une station Esso pour les anciens. Et j'avais pas trouvé ça fifou. Alors soit c'est la traduction qui était vraiment pas ouf, soit peut-être que c'était les histoires de Poe. Je suis peut-être pas une grande fan de Poe. Mais après, là, je trouvais ça sympa. Donc, à l'occasion, je pense que j'y retournerai un petit peu vers Poe. Mais je pense qu'après avoir lu pas mal de fantastique, là, comme ça, pendant 2-3 mois, on va aller sur autre chose. Je sais pas trop quoi encore, on verra. Peut-être sur du... plus de la littérature blanche, ou enfin, plus du classique. On a lu aussi Le Monstre Vert de Gérard de Nerval, qui était assez particulier, ma foi. Il me faisait penser un peu à Hellboy. Le film... ouais, donc le château du diable, au diable Vauvert. Il y avait une locution, c'était le diable au vert, comme des verres de farine. Je le dis gentiment, mais je pense que c'était pas dans ce sens-là. Bon, c'était très parisien au niveau de ce qui se passait. Ah oui, c'était les bouteilles qui dansaient. Il en a brisé une, il en a ramené deux. Et en fait, sa femme, elle a enfanté un enfant. Elle a enfanté son fils de la bouteille mâle, qui avait un cachet vert, un diable vert donc. Et lui, il avait des visions de femmes. C'était assez particulier. C'était un petit peu perché. Mais je trouvais ça assez rigolo, l'histoire de ce fils qui était vert, qui avait des cornes, qui avait une queue,
qu'on a essayé de gommer pour... Enfin, gommer sa peau verte pour qu'elle redevienne blanche. On sait pas trop... Donc on pouvait rien faire pour sa queue parce que ça risquait de le tuer. Il a pas reparlé du tout des cornes parce que c'est quand même pas très commun d'avoir des cornes pour un homme, enfin pour un garçon. Et donc pouf, il disparaît et pouf, eux, ils meurent. Ouais, la fin, bon, c'est assez rigolo, mais la moralité... Donc, les parents, ils sombrent dans l'alcoolisme parce que l'enfant a disparu à l'âge de 13 ans. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et le sergent fut puni de son impiété, la couturière de son avarice. Je vois pas trop le rapport, en fait. Parce que c'était déjà précisé au début que la couturière, elle était avare, que le sergent, il ne croyait pas en Dieu ni au diable. Mais quand il y a les apparitions, là, avant la disparition de leur enfant, la femme qui était morte, la femme sanglante, disait: pourquoi m'as-tu pressé sur ton cœur et ensuite immolé? Il l'a fait tomber, elle s'est brisée en fait la bouteille. Moi qui t'aimais tant. Et chaque fois que l'épouse du sergent avait trop fêté le cachet vert, elle voyait dans son sommeil apparaître un grand diable d'un aspect épouvantable qui lui disait: pourquoi t'étonner de me voir puisque tu as bu de la bouteille? Ne suis-je pas le père de ton enfant? Parce qu'en fait, le gars, il boit pas la bouteille qu'il a brisée, il boit une autre bouteille. Mais c'est elle qu'il voit. Il revoit la femme morte. Et on ne sait pas pourquoi le gamin a disparu. Après, on n'est pas spécialement là pour avoir des explications, mais c'est vrai que j'ai un peu une espèce d'insatisfaction quand même à la fin en me disant: mais pourquoi? C'est quoi l'histoire en fait? Oui, ok, il y a une morale, mais pourquoi est-ce qu'ils sont punis par rapport un trait de caractère qui a été nommé au début de la nouvelle, mais qui n'est pas plus exploité que ça en fait. À part juste que le sergent de police il dit: moi je crois pas au Dieu, je crois pas au diable, il y a du bruit là-bas, je vais aller voir ce qui se passe. Mais au final, il voit des choses qui sont extraordinaires, donc des bouteilles qui dansent, il y a une bouteille qui se brise, il voit une femme morte au sol, en picolant, il revoit cette femme-là. L'avarice de la couturière, elle a juste été nommée, mais elle n'a pas été précisée plus que ça. À part que elle l'a épousé parce que lui, il a gagné de l'argent parce qu'il a été justement dans cet endroit un petit peu maudit. Mais j'ai du mal à faire des liens en fait. C'est pas que je l'ai pas comprise, c'est que je crois que je vois pas très bien ce qu'il veut dire Gérard de Nerval. Alors, soit on le prend vraiment en mode conte, donc ok, comme ça, soit on essaie un peu de creuser. Donc je sais pas, je suis peut-être un petit peu trop analytique ici. Peut-être. Et Wolfgang, c'est pas facile à dire. Wolfgang, c'est de Petrus Borel, donc un auteur qui est mort enfin un auteur du 19e siècle. Poète, traducteur et écrivain français. Qui a écrit apparemment pas mal de contes, des contes immoraux. Je connaissais pas du tout. C'est pas... C'est pas commun, Pétrus comme prénom. Son surnom, c'est le lycanthrope. Donc il est né à Lyon et il est mort en Algérie française, à Mostaganem. Mouvement romantisme frénétique. Là, je trouvais qu'on touchait un petit peu le gothique dans sa nouvelle. Donc si ça vous dit, moi je vous la mettrai parce que je l'ai chopée sur Wikisource. Vous pouvez la télécharger en fait. Bon, alors je suis désolée pour la citation là en anglais, je lis comme je peux. En anglais. C'est pareil, Gottfried Wolfgang, c'est pas facile à dire. Il y avait une espèce d'histoire dans l'histoire, un peu comme dans la nouvelle de Nerval. Je vois pas trop l'intérêt de ça, parce qu'en gros, c'est comme si il y avait un narrateur qui était présent et à qui on a raconté l'histoire, et qui se met à introduire l'histoire, mais au final, il a pas un intérêt fou, à part juste de dire que Gottfried Wolfgang, il est mort dans une maison de fous. Par contre, je l'ai trouvé assez efficace. Je me doutais, quand il y avait eu l'histoire de la Révolution française et tout ça, je me doutais qu'il y aurait une histoire de tête coupée. Ça m'a fait penser à le cavalier sans tête, je sais plus comment ça s'appelle. La légende du cavalier sans tête.
Je sais plus. C'est un film avec Johnny Depp qui date un petit peu, que j'ai pas vu. Euh, Mais bon, c'est une histoire un petit peu classique de fantôme. Puis peut-être que c'est un mort en fait qui ne sait pas qu'il est mort. La femme, elle a pas l'air de savoir. Enfin, je sais pas si elle est consciente de son décès. Elle dit juste que ses amis sont dans la tombe. Et quand Wolfgang, en gros, la ramène chez lui pour la protéger et compagnie, et lui dit je m'engage à vous pour toujours. Il y a une espèce de promesse qui est faite comme ça, sauf que le lendemain, quand il s'en va, qu'il revient, il la retrouve morte. Et donc c'était une femme morte sur l'échafaud, donc potentiellement une aristocrate, si je me souviens bien de mes cours d'histoire. Je l'ai trouvée sympa, je vais très certainement l'oublier très vite, parce au final, elle est assez classique. Enfin, c'est même pas qu'elle est assez classique, c'est qu'elle est très classique. Et très attendue en fait. Elle est agréable à lire, hein, ça y a pas de souci, mais très attendue parce que je pense que des histoires en fait de fantômes, de revenants, etc. On en a vu des tonnes. Rien que le cinquième élément, qui est un très fort, très très bon film sur les fantômes, mais ou les autres avec Nicole Kidman, est chouette aussi ce film-là. C'est tellement triste. Mais c'est vrai que, enfin, moi je suis assez amatrice de films qui font un peu peur avec des fantômes en général, ou des zombies, ou des vampires. Un peu moins de loups-garous, faudrait que je m'y colle un peu. Et bah, elle est sympa, ma foi. Après, l'explication, c'est souvent l'explication, j'ai l'impression, au niveau des phénomènes surnaturels comme ça les histoires fantastiques. 19e, c'est très. Soit c'est un fantôme, etc. Soit le personnage est fou aussi. Et parce que bon, je pense qu'il y avait aussi l'évolution des sciences et de la médecine où on commençait peut-être à traiter avec les méthodes de l'époque les maladies mentales, les maladies psychiques, où on mettait tous ces braves gens qui avaient plein de choses différentes dans des mêmes endroits. Ah, ça me donne envie de parler de Nelly Bly. Je vais vous mettre un lien. Je vous dis vite fait. Nelly Bly, c'était une journaliste américaine, peut-être bien, ou anglaise, je sais plus, qui marchait très fort au chiche. Et en fait, un jour, elle avait voulu se faire enfermer pendant 3 semaines sur l'île d'Ellis Island. Ellis Island, où il y avait, je crois que c'est Ellis Island, il me semble, où il y avait en fait un hospice. Et cet hospice-là, on réunissait des prostituées, des femmes pauvres, des femmes malades, syphilitiques, des hystériques, je parle bien des trucs de l'époque, des femmes qui voulaient pas se marier, peut-être des victimes d'agressions S ou de V, qui se retrouvaient. Je dis pas les mots en entier parce que en fait, il paraît que YouTube écoute les vidéos et s'il y a des termes, enfin s'il y a des crimes qui sont nommés, la vidéo peut peut sauter. Donc je préfère ne prendre un petit peu cette manière de les exprimer, mais on est sur la criminalité en général envers les femmes. Et bref, ces femmes-là se retrouvaient toutes, jeunes, vieilles, etc., dans le même hospice qui s'en occupait, et c'était très maltraitant, etc. Et cette femme-là, Nelly Bly, elle a fait une étude, enfin elle a fait une enquête, et au bout de ces 3 semaines, elle est sortie de là, elle a écrit un bouquin, et son livre a amené à une réforme de bah déjà la fermeture d'Ellis Island, de cet établissement, et une réforme de la psychiatrie aux États-Unis. Donc je trouve ça chouette. Et c'est une femme qui a fait le tour du monde en moins de 80 jours. Parce que chiche aussi, pourquoi pas. Mais c'est une femme qui est super intéressante. Je vous mettrai un lien sur une émission de radio de France Culture sur elle. Elle est super chouette. Je sais pas s'il y a des films sur elle, mais ça serait cool. Enfin, elle est vraiment cool comme nana. Je vous dis vite fait quelles seront les prochaines nouvelles donc dans la Dimension Fantastique 3 et 4. Le bracelet de cheveux d'Alexandre Dumas. Sinon, c'est pas libre de droit.
Et ici, il y aurait lui de Maupassant, la disparition d'Honoré Subrac d'Apollinaire et peut-être Georges Rodenbach, l'ami des miroirs. C'est des petites nouvelles, hein. On est sur du 5 pages, un truc comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou des envies sur des histoires courtes que je pourrais lire après avoir lu les Dimensions Fantastiques. Là, je partirais peut-être sur autre chose que du fantastique. Je sais pas exactement quoi encore. Passez un très bon samedi, passez un très bon week-end. À demain pour la suite de Shirley pour ceux qui vont me suivre. À mercredi pour je sais pas encore quoi parce que je tourne un petit peu en avance. Et à tout bientôt. Salut!